Le 17 novembre 2018, des Français vêtus de leur gilet de sécurité automobile sortaient dans la rue pour crier leur ras-le-bol. C'était il y a un an. Le mouvement des Gilets jaunes prenait tout le monde de court, rassemblant à son apogée jusqu'à des centaines de milliers de manifestants aux quatre coins du pays les samedis. Un an plus tard, les manifestants sont peu nombreux mais toujours là. Vous allez voir que l'ambiance a quand même bien changé. La chose la plus importante qu'on a faite au niveau des Gilets jaunes, à mon avis personnel, je pense que c'est en fait d'avoir mis dans la tête des gens qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait aller vers plus de démocratie. Adam, bonjour, bon après-midi et bonne lecture. Le mouvement des Gilets jaunes a changé. On n'est plus, si vous voulez, à être 500, 600, voire 1000 comme au début sur la bretelle du Magny. Maintenant, on est moins visible, mais tout aussi actif. On fait le boulot autrement. Parce qu'on a bloqué, on s'est fait voir, on est connu. Maintenant, c'est à nous de trouver notre voie pour essayer de changer quelque chose. Oui, c'est ce que vous soulignez, Richard. Ça a été tourné il y a quelques semaines. Il fait un petit peu plus froid maintenant. Mais l'ambiance est restée un petit peu la même. On était à 2-3 semaines avant ces un an des Gilets jaunes. L'heure du bilan de la première année est arrivée. C'est un succès, ce mouvement des Gilets jaunes, ou pas ? C'est un mouvement qui a changé radicalement la perspective de ce quinquennat, donc de la présidence Macron, et c'est un mouvement qui a clairement révélé des vérités françaises et des vérités que peut-être on ne voulait pas voir en face. Donc comment ça a changé le quinquennat, c'est évident, on le sait. C'est parce que ça a obligé Emmanuel Macron à le mettre sur la défensive et à prendre un certain nombre de mesures sociales dont le chiffre évoqué est au total 17 milliards d'euros. Ça, c'est la première chose, et on voit la difficulté qu'il y a maintenant pour lui à réenclencher un processus de réforme, parce que très très vite, les oppositions se coagulent et montent, je dirais, au créneau. Et la deuxième chose en ce qui concerne la France, oui, à mon avis, il y a deux vérités que ça a révélé. La première, c'est le niveau de la colère, le niveau des colères au pluriel. Et celles-ci, je crois qu'elles ne sont pas du tout apaisées un an après, même si leur forme d'expression pourrait être différente. Et l'autre chose, plus préoccupante aussi, c'est le niveau de violence. Et c'est la preuve que la tentation de la violence est quelque part récompensée, puisque, disons-le, l'un des enseignements des Gilets jaunes, c'est que quand on casse, le gouvernement paye. Mais pourquoi la colère persiste? Parce qu'on peut dire que le mouvement des Gilets jaunes a fait plier le gouvernement, obligé les autorités à discuter avec le grand débat national. Vous évoquiez justement ces milliards d'euros à louer. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que le mal-être et le mal-vivre de ces populations, qu'on a beaucoup présenté comme étant les classes moyennes en difficulté, le bas des classes moyennes, les gens qui ont en gros 1 200 euros par mois, c'est le chiffre qui est souvent revenu, et qui n'arrivent plus par conséquent à avoir une vie qui leur donne satisfaction, même s'ils travaillent, et ils ont le sentiment d'être floués. Je crois que cette situation, elle n'a pas changé. Il y a encore une bonne partie de la population française qui se sent dans cette situation, malgré peut-être les améliorations salariales ponctuelles ou les améliorations fiscales qui ont été apportées. Quels enseignements on peut tirer de ce mouvement des Gilets jaunes? Il a réussi à remettre au centre du débat public la question sociale. Il a mis en lumière une fracture économique, sociale, territoriale aussi. Il a mis en lumière des territoires qui étaient abandonnés en termes de services publics, par exemple. Mais je voudrais réagir quand même sur la question de la violence. Je crois que la question de la répression policière est quand même posée. Le bilan de la répression de ce mouvement, c'est 2 morts. Zineb Redouane, cette vieille dame qui est décédée des suites des blessures qu'elle a eues à la tête en recevant une bombe lacrymogène alors qu'elle fermait sa fenêtre à Marseille. Steve Canico, ce jeune de Nantes qui est mort noyé dans la Loire où il est tombé après une charge de police, et c'est 315 blessures à la tête, c'est 24 personnes éborgnées, c'est 5 mains arrachées. Et je crois que ce niveau de violence-là, c'est l'État qui à un moment donné l'a fixé, et c'est un débat qui doit aujourd'hui s'ouvrir en France. Est-ce que le droit de manifester pacifiquement est aujourd'hui respecté dans notre Je crois pays. que le jeune à Nantes, c'était la fête de la musique. C'était le soir de la fête de la musique. Si ma mémoire est bonne. Akram. Alors, au risque d'étonner, moi je dirais qu'effectivement on a retenu de la violence, on en a beaucoup parlé, mais en réalité... L'ONU avait quand même demandé à la France d'enquêter sur ces violences policières. L'ONU, le Conseil de l'Europe aussi. Il y a actuellement visiblement une réévaluation, en tout cas au niveau du gouvernement français, c'est ce qu'on a appris de manière régulière, une réévaluation de la doctrine française en termes de maintien de l'ordre. Et il y a quelques jours, Amnesty International demandait au gouvernement français de réévaluer l'usage de la force
dans les conditions de manifestation, y compris lorsque les manifestations ont une part de violence. Il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs manières de gérer, il y a des manières d'entamer le dialogue avec les manifestants, y compris lorsqu'on a affaire à une faction qui est plus orientée sur les déprédations et les dégradations. Mais en règle générale, tout de même, ce fut un mouvement massif. Et même si effectivement nous avons assisté régulièrement à des actes de violence et à des affrontements, il n'en demeure pas moins qu'on peut dire encore une fois qu'au moins les 3/4 du mouvement étaient un mouvement pacifique. On n'a pas eu la France à feu et à sang. Le samedi, effectivement, il y avait des endroits localisés où on avait des affrontements, mais le reste du temps, les gens manifestaient et ça a généré effectivement la réapparition d'une France périurbaine dont personne ne parlait. Ça a fait connaître des colères, mais en même temps, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir à quel point ça a généré un certain nombre d'initiatives qui se situent en lisière entre la politique et la vie citoyenne militante. Et en cela, il y a aussi un enrichissement des pratiques et des engagements qu'on ne connaissait pas avant. Vous êtes d'accord avec Akram ? La France a changé quand même le fonctionnement de la société française a changé, Anne ? En fait, ce qu'on voit, c'est au-delà des fractures que vous évoquiez tout à l'heure, il y a aussi, depuis toujours, c'est ça la problématique, il y a les exclus de la mondialisation, puisque c'est un petit peu ça qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays. Aujourd'hui, on voit que les populations bougent. Donc la France, pourquoi échapperait-elle aussi à cette dynamique, je dirais, de la rue, alors qu'on est censé avoir précisément des relais institutionnels. Bon, typiquement aujourd'hui, pour se faire entendre, c'est quand même ça qui ressort de tous ces mouvements, et pas que celui-là, par exemple, Extinction Rébellion. Pour le climat. Pour le climat. Donc aujourd'hui, il faut être persistant, bruyant et voire un peu violent pour faire changer les choses. C'est quand même ça qui est malheureux à constater. Alors donc, ça, en miroir, ça démontre que, en gros, tout le système tel qu'il est, avec la représentation politique, etc., de fait, elle n'a pas changé, d'où la persistance aussi de ce mouvement. Et on s'attend, Richard, à un mois de décembre assez compliqué. En France, il y a une grande grève qui est prévue le 5. C'est dans le cadre de la réforme des retraites que le gouvernement est en train de préparer. La grande crainte, c'est celle-là, c'est que tout d'un coup, gilets jaunes, manifestants, qu'il y ait une convergence des colères, comme on peut l'entendre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs le fait que les gilets jaunes, certains collectifs de gilets jaunes, parce qu'on en parle toujours comme si c'était un mouvement organisé, structuré, national. Une de ses faiblesses, peut-être une de ses forces au début, et une de ses faiblesses au bout du compte, aura été de ne pas avoir de coordination solide et structurée. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les gilets jaunes appellent à rejoindre les syndicats, alors qu'ils étaient partis en dehors des syndicats. Donc là, il y a une réhabilitation, en quelque sorte, des syndicats et des forces sociales traditionnelles. On va voir ce que ça va donner. Il est évident que le gouvernement a peur, comme vous le disiez, de cette convergence des luttes qu'on évoque souvent. Voyons si elle va avoir lieu. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a quand même deux faiblesses importantes à mes yeux aujourd'hui par rapport à ce mécontentement qui demeure. La première faiblesse qu'il a, c'est qu'il a démontré que si on casse ou si le niveau de violence augmente, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, la violence n'était pas que l'apanage des manifestants, loin s'en faut, mais en bref, quand le niveau de violence augmente, l'État débourse. Et donc, à partir du moment où il l'a montré, il y a quand même, ça fait jurisprudence d'une certaine manière. La tentation de retourner par la violence. Et les gens l'ont bien vu. Et la deuxième chose et la deuxième faiblesse qu'il a, c'est qu'honnêtement, on ne sait pas où il veut en venir aujourd'hui. Puisque un coup, il dit « je maintiens les réformes sur les retraites, l'assurance chômage, etc. » Et un autre coup, il dit le contraire. Donc, il y a une espèce de perte de sens. Où va-t-il ? Quel est le sens de son action ? Et au moment où vous avez cette perte de sens, évidemment, c'est propice à l'ébullition sociale et au renouveau des colères. On était à mi-mandat jeudi de cette semaine, c'est exactement le milieu. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour lui dans ce contexte-là ? Il a été freiné dans sa frénésie de réforme avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Eh bien, à mi-mandat, on a tradition de dire que c'est à mi-mandat qu'on commence à penser sérieusement à la réélection. Donc, ce qu'il fait d'ailleurs. Ce qu'il fait. Donc je pense que lui, à court et moyen terme, c'est ça. Donc effectivement, il va être confronté
un mouvement de grève qui s'annonce important. C'est quand même les retraites. Alors je rappelle pour les téléspectateurs qui ne s'en souviennent pas qu'en 1995, la France a été bloquée justement à cause d'une tentative de réforme des retraites qui avait été abandonnée. On touche à quelque chose d'important. Les Gilets jaunes, effectivement, ont obtenu des mesures ponctuelles. Une prime par-ci, un abandon de la taxe, parce que le point de départ, cette fameuse taxe, la taxe sur les carburants, a été abandonnée. Mais quand on regarde, tout le monde, beaucoup de gens sont en colère en France, à cause d'une politique qui est illisible, d'une part, et deuxièmement, à cause d'un certain nombre de maladresses du chef de l'État lui-même, dont une politique illisible, mais en réalité, la première partie de son quinquennat était assez lisible. C'était une politique très libérale, une politique pour les plus riches, avec des cadeaux au patronat, aux classes les plus favorisées. Et ce mouvement des Gilets jaunes, il réagit aussi à ça et au mépris social affiché. Je suis très d'accord sur la question de la perte de sens. On dit aux Français, vous devez vous adapter, accepter les réformes, demain ça ira mieux, etc. Et la réalité, c'est la réalité du déclassement de ces catégories qui sont entrées en lutte avec les Gilets jaunes. Je pense qu'une des nouveautés qu'il pourrait y avoir aussi en décembre, c'est l'entrée en scène des étudiants et des plus jeunes suite à ce geste vraiment tragique d'auto-immolation de cet étudiant de Lyon. Ça trahit un malaise extrêmement profond de la jeune génération et il me semble que ces jeunes-là peuvent aussi éventuellement s'agréger au mouvement et participer à cette sorte de confluence qui pourrait avoir lieu. Oui, non, c'est-à-dire que la différence, c'est que quand Macron a été élu, en fait, il a dit « je serai le président, je ferai ce que les autres n'ont jamais réussi à faire, c'est-à-dire réformer la France ». Et effectivement, il considère, les Français en tout cas, les gens qui sont dans la rue, considèrent qu'il a été mal élu, comme c'est toujours le cas en France depuis quelques mandats, parce que élu par défaut de voter Rassemblement national. Donc je dirais qu'à la base, il a une légitimité qui est contestée du point de vue de la rue, on va dire, puisque lui dit « je suis porté par mon élection pour faire les réformes que les autres n'ont pas réussi à faire ». Donc les Français sont avec moi. Et ce qui est apparu, c'est qu'effectivement, c'est tous ceux qui n'avaient voté pour lui par défaut ou qui n'avaient pas voté du tout ou qui avaient voté pour le Rassemblement national, ne considèrent qu'il n'a aucune légitimité pour faire ces réformes et que donc on a ces mouvements-là depuis quand même très peu de temps après ces élections. Ce malaise, ces colères, que ce soit en France ou ailleurs, parce qu'on voit que ça bouillonne dans plusieurs pays. Quelle solution on peut apporter en fait, Richard, si on parle de la France ? Dans le cas de la France, je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, le problème existe. C'est un problème de revenus pour cette catégorie de gens. J'ai évoqué à peu près 1 200 € par mois. Il est évident que là, il y a un problème simple de revenus. Ces gens n'ont pas assez d'argent pour avoir une vie digne. C'est souvent le mot qu'ils emploient. Mais comment on augmente le revenu de toute une population ? Alors là, Emmanuel Macron a essayé de le faire ponctuellement avec des dispositifs qu'on peut appeler des dispositifs de prime d'une manière ou d'une autre, mais évidemment, ça va s'estomper parce que la prime va se terminer. Il y a évidemment un geste à faire de la part des entreprises. Elles en avaient annoncé des gestes, mais là maintenant elles n'en parlent plus du tout et on n'entend plus rien de la part des entreprises. Donc cette tendance à la baisse des salaires, cette pression permanente, elle ne fait qu'appuyer sur le couvercle de la cocotte minute. Il faut absolument qu'en France, ce qu'on peut appeler ce nouveau prolétariat des services, parce que c'est le cas aujourd'hui, c'est plus le métallo qui sort de l'usine, c'est le manutentionnaire dans un grand entrepôt, c'est l'aide-soignante, ces gens-là qui sont des gens qui travaillent, je le répète encore une fois, qui ont un travail, eh bien ces gens-là, ils n'ont plus assez pour vivre parce que les choses coûtent cher, on le sait bien, et ils ont besoin d'avoir une revalorisation salariale. Et si on élargit, pas qu'à la France, comment régler ces profonds malaises, cette paupérisation des classes moyennes qu'on constate ici et là ? On vit, de toutes les façons, une époque où, n'en déplaise à beaucoup d'économistes néolibéraux, on vit dans une crise du capitalisme. On voit bien que le capitalisme financier, de ce qu'il a imposé au cours des 20-30 dernières années, c'est-à-dire cette mutation qui s'est faite aux dépens
de l'économie réelle. Aujourd'hui, on gagne plus d'argent en étant rentier. Enfin bon, même si on est dans des taux négatifs, mais on voit bien que la richesse se crée dans les marchés financiers et non pas au niveau de l'économie réelle. On est dans une grave crise du capitalisme financier qui induit, mondialisation oblige, des transferts d'activité, donc le chômage, de la précarisation, une compétition féroce entre pays. Tout ça ne pourra pas se régler à l'échelle d'un seul pays. Ça paraît évident. Aujourd'hui, ce qui se passe en France se passe d'une certaine manière, y compris en Grande-Bretagne. Ça se passera, ça finira par se passer en Allemagne. Et on a cette réalité-là. Pour que ça s'arrête, il faut toucher le fond, il faut que ça soit plus compliqué encore. Une grosse crise encore plus forte pour que les choses changent? Alors, une grosse crise encore plus forte que celle qui a commencé en 2008, ce serait un désastre social pour tout le monde. Donc, il ne faut pas parier sur une crise encore plus profonde. Mais je partage ce que dit Akram. Il y a eu un mouvement de dérégulation de l'économie ces dernières décennies qui aboutit à des économies qui ne fonctionnent plus, qui ne répondent plus aux besoins humains. Et il faut revenir sur ce mouvement de dérégulation. Richard, d'un mot vraiment? Oui, Rosa met le point sur quelque chose de très important. N'oublions pas que ce qui se passe aujourd'hui, c'est les conséquences de la crise financière de 2008. Tout le monde sait, les observateurs, les sociologues savent que les conséquences sociales d'une crise financière n'interviennent pas au moment de la crise. Au moment de la crise, tout le monde est sous le choc, tout le monde est assommé, tout le monde vit d'expédients. C'est après, et on est à ce moment précis.